Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Après la thèse. Cécile, comment ça va chez toi? Eh ben, ça va très bien, mais toi? Eh bien oui, écoute, très content parce aujourd'hui, on reçoit notre ami Gwen. Gwenaël, comment tu vas? Salut, merci, ça va bien. Bon, alors, tu nous appelles d'où? Qu'est-ce que c'était où en ce moment, géographiquement? Là, en ce moment, je suis à Montpellier, même à Castelnau-le-Lez, je pourrais dire. Ouais. Et du coup, pour le petit point météo, vu que c'est votre introduction, là, temps assez mitigé. Il fait beau, mais il fait pas si beau que ça. On est quand même sur une ville où d'habitude, il fait très beau. Moi, si tous les gens, maintenant qu'on interviewe Cécile, ils pouvaient directement passer eux-mêmes au point météo, je me dis, mais ça veut dire qu'on commence à avoir des fans, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, on est encore, voilà, c'est petit à petit, morceau par morceau. D'ailleurs, on en profite parce qu'on le fait jamais. N'hésitez pas à diffuser ce podcast. Si vous êtes étudiant dans telle ou telle université, j'ai envie de dire francophone, parce que, bon, si ça parle pas français, ça va être un peu compliqué. Mais diffusez, voilà, dites à, je sais pas, à vos BDE, à vos listes de diffusion, tiens, il y a un podcast sympa, machin, écoute-le, machin, etc. C'est vachement bien. Cécile, d'ailleurs. Bon, t'es en Allemagne. Oui. Et là, niveau podcast. Et là, on sent que l'hiver approche, quoi. Ah, d'où le sweat. Non, Voilà. mais on peut le dire aux gens qui nous Faisons la parenthèse. Voilà, Allez. voilà. Elle a un sweat magnifique que nous, on ne Oui. porte pas parce que moi, je suis à Aix-en-Provence, donc je suis pas très très loin de Gwenaël au final. Et j'ai un temps. Alors, moi, pas mitigé, il fait beau, il fait soleil, il fait chaud. Après, je suis dans un bâtiment, il fait froid. Parce qu'il se trouve que le bâtiment n'est pas très très bien isolé. Donc, on a froid à l'intérieur et chaud à l'extérieur. Ça, c'est un petit peu chelou. Mais on a besoin. Alors qu'effectivement, Cécile, là, on est sur quelque chose déjà de un peu plus froid. On t'a vu avec ton sweat doudoune. On s'est dit, ok, oui. elle a changé de saison. C'est pas encore notre C'est ça. donc aujourd'hui, on reçoit Gwenaël qui va se présenter à nous un petit peu. Tu viens d'où? Alors tu peux remonter dans le temps autant que tu veux, bien sûr. Mais tu viens d'où? Tu as fait quoi comme études et donc comme doctorat? Eh bien, écoutez, moi, pour en revenir vraiment, je vais remonter au tout début. Moi, une de mes passions, c'était les insectes. Et donc, un de mes projets quand j'étais enfant, c'était je vais essayer de travailler dans le monde des insectes. Voilà. J'ai choisi un truc, c'était ça. Et avec comme objectif de devenir entomologiste, donc c'est la personne qui étudie les insectes. Donc pour ça, j'ai fait plutôt bac S, ensuite licence à Nice, parce que moi je suis des Alpes-Maritimes à la base. Donc j'ai fait une licence, c'était biologie des organismes et des écosystèmes. Après, je suis passé à Marseille pour mon master, donc un master classique, biodiversité, écologie, évolution. Et après, il y a le stage de M2 qui est un peu décisif pour la thèse. Et moi, en fait, le stage de M2, j'ai pris un stage qui était disponible dans l'université où je me trouvais, donc Aix-Marseille. Et j'ai fait un stage pour utiliser des restes d'insectes à l'état subfossile, c'est-à-dire qui ont allé entre de l'actuel et 10 000 ans, pour reconstituer des climats passés. Et j'ai fait ça dans le delta du Danube, dans un contexte un petit peu archéologique. C'était très intéressant. Et du coup, ce savoir, ces connaissances que j'ai pu acquérir plutôt pendant ce stage, après, ça collait à un profil de thèse qui commençait à se lancer à Montpellier pour étudier les forêts boréales. Pareil, remonter dans le passé, et cette fois-ci pour voir le lien qu'il peut y avoir entre les changements de climat, que ce soit en termes de température, de précipitation, et les variations les dynamiques d'incendie de forêt, que ce soit en termes de fréquence ou d'intensité de feu. Et donc d'utiliser différents outils pour reconstruire ça, par exemple les restes de charbon qui se tombent dans les sédiments des lacs pour reconstruire les histoires de feu, et donc aussi les restes d'insectes pour reconstruire les histoires de climat. Donc ça, c'était mon sujet de thèse que j'ai fait de 2016 à 2019 à Montpellier, et à moitié à Marseille aussi. C'était une co-tutelle entre les deux universités, Montpellier et Aix-Marseille ou... Une co-tutelle, en fait, j'étais doctorant CNRS, et du coup, mon laboratoire d'accueil, c'était l'ISEM, donc à Montpellier. Okay. Et après, pour la deuxième année, je me suis rapproché de mon autre directeur qui, lui, il était à l'IMB, à Aix, où on avait dit une année à Montpellier, une année à Aix, et la troisième année retour à Montpellier. Ok. Et donc voilà, c'était arrangé, on avait fait des conventions d'accueil pour les deux labos. Mais Et je me permets juste, parce que je suis spécialiste des sous-titres entre Cécile et moi pour les trucs. Donc ISEM, c'est ISEM, c'est l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, et l'IMBE, c'est l'Institut méditerranéen de biologie et d'écologie. De biodiversité. Oh, excusez-moi, de biodiversité et d'écologie continentale et maritime, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour situer, pour ceux qui sont dans la thématique, pas du tout, pour voir un peu de quoi on parle.
C'est ça, oui, exactement. Donc des laboratoires d'écologie dans le sens d'études des écosystèmes. Oui. Donc voilà pour ce qui était de ma thèse, directement. Et du coup, quand tu as décidé de faire une thèse, tu voulais vraiment... Parce que, ok, tu étais super intéressé par les insectes et tout, mais tu voulais vraiment faire de la recherche là-dessus ou c'était juste les insectes et puis finalement la fac t'a amené à faire de la recherche? Alors ça a un peu oscillé, honnêtement, pendant mon parcours. Il y a des moments où je me disais, la recherche, quand même, c'est ce qui me plaît. Puis il y a des moments où je me dis, mais est-ce que vraiment j'ai vraiment envie de foncer là-dedans à 100%, etc. Bon, j'ai changé d'avis un peu au fur et à mesure. Puis après, en même temps, ça a fait que j'ai trouvé un master qui était orienté, puis j'étais pris en master de recherche, puis j'ai trouvé le sujet de thèse qui m'intéressait aussi. Et au final, je me suis retrouvé à faire un peu de la recherche. Et donc oui, j'aurais pas forcément choisi en priorité les spécialités paléo. Par contre, recherche avec un peu d'insectes dedans, oui, c'est ce qui me convenait. Ok, oui, donc c'est un mélange de... Il y avait aussi de l'opportunité là-dedans et puis t'as pris les opportunités qui se présentaient, quoi. C'est ça. Est-ce que ça t'a plu? Alors la thèse, oui. Alors, je vais dire petit alors parce qu'en fait, du coup, fin de thèse compliquée, mais il y a beaucoup de fins de thèse qui sont compliquées. Donc, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu des difficultés sur la fin. Par contre, en termes d'expérience, oui. J'ai pu faire du terrain en Laponie, aller en Russie, au Canada pour faire des conférences. J'ai pu travailler avec des équipes qui étaient super chouettes, rencontrer des gens beaucoup trop intéressants, avec qui on a eu des super échanges, de travailler sur des problématiques qui m'intéressaient. Et même le total, tu vois, donner des cours, faire des TP à l'université, etc. La thèse, c'est tout un package que franchement, je recommande pour des gens qui sont intéressés. Seul truc, moi, ce que je recommande plutôt à ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est prenez vraiment un sujet qui vous intéresse parce que vous allez faire ça pendant 3 ans de votre vie. Donc si vous partez de base sur un sujet où vous êtes mitigé, ça le fera pas. Mais par contre, on peut tester tellement de trucs, de la réflexion à l'utilisation des données qu'on a acquis, que c'est tellement intéressant. Et voilà. Et j'ai eu la chance, en plus, de travailler dans le cadre d'un gros projet sur les forêts boréales, avec des équipes canadiennes, russes, estoniennes, finlandaises. Donc, en plus, il y avait des échanges, on discutait souvent avec des collègues par mail, etc. Donc c'était vraiment enrichissant. Donc c'est vraiment une expérience que j'ai beaucoup aimée, malgré les petits à côté qu'il peut y avoir, comme dans beaucoup de thèses aussi. Oui, mais c'est intéressant que tu dises que tu donnes comme conseil de bien choisir sa thèse, parce qu'on n'a encore jamais eu ce conseil-là. Et je trouve que c'est vrai. et au final, quand on repense à notre parcours, alors, je ne sais pas pour toi, Ben, mais moi, je me rappelle que c'est pareil. Quand j'ai choisi ma thèse, en fait, j'ai juste postulé à une thèse. Puis tu ne connais pas forcément bien le contenu au début. Donc, il faut aussi expliquer que nous, on a eu des thèses. On n'est pas passé par l'école doctorale, on n'a pas proposé de projet. On a candidaté sur un projet qui était déjà un minimum abouti en termes de réflexion. Et donc, tu te lances là-dedans, tu sais pas trop si ça va te plaire ou pas aussi, en fait, au début. Des fois, le sujet peut être attractif. Moi, sincèrement, quand j'ai choisi le sujet de ma thèse, je me disais, oula, je suis pas sûr que ça va me plaire. Au final, j'ai eu de la chance parce que ça m'a plu, mais ça aurait pu être le contraire aussi. Moi, à la limite, dans mon cas, je dirais, je suis un peu entre vous. Je me détache sur un aspect. C'est que, donc, évidemment, comme vous, et comme la majorité des gens, j'ai pas fait d'école doctorale. Donc, effectivement, le sujet était un peu plus mûr. Ce qui, en soi, c'est plutôt une bonne chose, parce que les gens qui proposent des sujets de thèse, les chercheurs et les chercheuses qui proposent des sujets, bon, ils ont l'expérience. C'est-à-dire qu'ils sont quand même plus à même de proposer des sujets de thèse que nous avec un master, dans tous les cas. Mais par contre, on a quand même un master avec des gros guillemets de recherche, parce que finalement, ça veut tout dire et rien dire, un master de recherche. Il n'y a pas marqué master de recherche quand vous avez votre master. Hein. C'est des parcours. C'est dans les masters qui sont plus ou moins professionnalisants, plus ou moins recherche. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe encore, ça? Je pense que c'est mou comme truc. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça n'a jamais été officiel absolu. Je pense que c'est vraiment des parcours qui sont pensés pour faire plutôt de la recherche. Un peu officiel. Moi, je prends par exemple mon exemple, le master que j'avais fait donc à Marseille, Aix-Marseille. Il y avait vraiment un M2 qui était axé professionnalisant et un M2 qui était axé recherche. Mais du coup, on nous a dit, c'est la dernière année où il y a ça parce qu'on est en train de mixer les programmes et voilà. Ça a sauté. Mais du coup, moi, quand je l'ai fait, il y avait encore vraiment cette étiquette-là. Mais moi, c'était des parcours. Ça basculera. Ouais. Moi, c'était moins officiel. C'était des parcours. C'était le même master, mais à l'intérieur, moi, j'avais une amie à moi, par exemple, elle était dans le même master. À la fin, on a le même diplôme, le même nom, exactement la même chose.
n'avait pas le même parcours. Son parcours était bien plus professionnalisant que le mien, qui était bien plus porté sur continu dans la recherche. Du coup, ta thèse, 2019, on est d'accord ? C'est ça. C'est parce que je prends des notes. Et depuis, qu'est-ce que tu fais en ce moment depuis ta thèse ? Qu'est-ce que tu as fait, pardon ? Oui, et ce que tu fais actuellement, bien sûr. Mine de rien, ça commence à dater un petit peu. Hein. Et oui, si tu pouvais éviter de me le faire remarquer, ça m'arrange. Alors, eh ben écoute, j'ai soutenu ma thèse même en novembre 2019. La date est importante. Et après ça, en fait, même un peu avant de terminer ma thèse, j'avais discuté, donc comme je vous l'ai dit, je travaillais aussi avec des collègues canadiens. Et notamment, j'avais discuté avec des collègues du ministère des Forêts de Québec pour un projet de postdoc. Où pareil, toujours un petit peu le même sujet, utiliser des restes d'insectes pour tracer les climats dans le passé. Mais cette fois-ci dans le cadre des érablières. Et donc voilà, c'était plus ou moins, c'était bien lancé en fait pour que je parte ensuite m'installer 1 voire 2 ans au Québec pour faire ça. Sauf que comme je vous l'ai dit, j'ai soutenu fin 2019 et ensuite on arrive en 2020, il y a eu le Covid. Et si vous vous rappelez, le Canada a fermé ses frontières pendant 2 ans. Donc je n'ai pas pu partir. J'ai oublié ce détail. Le projet de postdoc après a été transformé en thèse pour quelqu'un qui était déjà sur place. Et donc voilà, donc je n'ai pas continué en postdoc. Suite à ça, il y a eu une petite période de chômage. Hein. Et puis j'ai pas repostulé à d'autres trucs parce que j'étais un petit peu quand même déçu de ne pas avoir fait ça. Et puis je me dis, je vais faire d'autres choses. Et il y a quelque chose que j'ai fait énormément à côté depuis le master, quasiment, puis même un peu avant. C'est que je faisais beaucoup d'associatifs, que ce soit de l'animation pure, de la sensibilisation à l'environnement. J'avais commencé quand j'étais donc à Marseille avec une petite asso locale. Ensuite, on a eu avec des copains qui ont lancé une asso dans le Var et dans laquelle je me suis bien mis dedans. Et ça, j'ai continué toujours à côté de ma thèse, d'aller sur des événements, générer les stands et ainsi de suite. Et donc, le moment où donc finalement j'ai pas continué en postdoc et j'ai eu du temps libre, beaucoup de temps libre, je me suis dit, je vais me remettre à fond là-dedans. Et finalement, je me suis impliqué dans 3 associations de sensibilisation à l'environnement différentes. Certaines plus naturalistes parce que les insectes, j'aime beaucoup aussi les insectes vivants actuels pour les prendre en photo, les observer, etc. D'autres plus de médiation scientifique, voire de journalisme scientifique. Et une dernière qui est plus une asso étudiante de Montpellier, qui pareil essaye de faire un petit peu du lien entre les étudiants, les chercheurs et le grand public. En parallèle aussi de toutes ces assos, j'ai fait aussi pas mal de missions de terrain, comme ça bénévolement, que ce soit avec des collègues qui faisaient différents suivis. Bénévolement, comme ça, j'ai fait aussi plein de missions, parce que j'adore le terrain, et puis du coup, ça permettait de gonfler un peu mon CV. Jusqu'à ce que finalement, ça marche un petit peu, que je me fasse connaître, et on a décidé de travailler ensemble avec un parc national. Et on a fait un partenariat scientifique, et pour ça, je me suis mis en auto-entrepreneur. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant ne pas le faire juste pour un projet, mais autant essayer de se lancer et faire d'autres projets pour ça. Donc, c'était décembre 2021 où j'ai créé mon auto-entreprise. Et après, j'ai contacté quelques collègues que je connaissais qui pourraient les faire, parce que mon objectif, c'était du coup de faire un petit peu tout ce que je sais faire. Donc, axé recherche insectes, si je puis dire, et plutôt les groupes que les gens n'étudient pas, parce que des trucs sur les insectes, t'en as beaucoup, tout ce qui est bureau d'études qui travaille sur les papillons, tout ce qui est sauterelles, criquets et les libellules. Moi, grosso modo, ça, c'est les groupes d'insectes qui m'intéressent le moins, parce que tout le monde les fait déjà, et voilà. En gros, c'était proposer tes services à des bureaux d'études, des gens qui n'ont pas les compétences là. Du coup, ça intéresse pas les bureaux d'études, parce que les bureaux d'études, ça, c'est les groupes sur lesquels il y a des enjeux nationaux. Par exemple, si tu veux construire un bâtiment, il faut faire une étude d'impact pour voir si ça va impacter la faune et la flore. Et donc ça, c'est les groupes qui peuvent voir si tu as des espèces protégées. Du coup, les espèces qui ne sont pas du tout sur les listes nationales, tous les autres insectes, ça n'intéresse personne. Donc je ciblais plutôt le public. Donc des labos publics ou des parcs. Parce que du coup, c'est les seuls qui peuvent mettre de l'argent dans le cadre de projets qui concernent ces insectes qui n'intéressent pas grand monde. J'ai fait aussi un petit projet plus en archéo cette fois-ci, avec un collègue qui est archéobotaniste. Donc lui, il étudie des sites archéologiques, mais plus le côté restes de plantes, les graines, etc. qu'il peut trouver. Et dans l'eau, il a trouvé des restes d'insectes.
Donc il m'a filé de ça, je me suis mis dessus et on a pu trouver ce que c'était et ça apporte des petites informations complémentaires aux graines. Et là, j'ai mon premier contrat dans le privé. C'est une start-up qui travaille sur une plante et du coup ils ont un souci parce que leur plante est attaquée par un petit charançon, ils savent pas ce que c'est. Donc ils m'ont envoyé un tube avec quelques-uns de ces échantillons de charançon. Il faut que je me mette dessus. Donc voilà, j'ai reçu ça la semaine dernière, donc c'est mon premier contrat non privé. C'est pas un gros contrat, je vais vous le dire. Ouais, mais c'est comme ça que ça démarre. Hein. Termination, c'est pas grand-chose, mais voilà. Et après, quelques autres petits projets qui se lancent. Et par exemple, un gros projet qu'on aimerait monter avec des collègues canadiens. Donc ça, c'est des collègues typiquement que j'ai gardés depuis la thèse. Ouais. Donc voilà, côté recherche insectes, ça démarre peu à peu, ça commence à se lancer. Ok. Félicitations pour ton premier compte privé déjà. Ah oui. Je peux me permettre. Et donc, en fait, t'es resté dans la recherche tout en ne suivant pas le parcours typique qu'on connaît, en fait. De ce que je ressens quand tu racontes ça, je vois ça comme ça, en fait. Comme je le dis un peu parfois, je suis un peu chercheur indépendant, même si c'est un peu bizarre comme mot. Et alors, j'ai pas de temps pour écrire des papiers, mais j'essaye et il y a plusieurs trucs qu'il faudrait que je publie, donc même je continue à faire un peu de recherche. Mais après, c'est vrai que cursus classique, CNRS ou maître de conf, ça j'ai un petit peu quitté cette voie-là. Justement, je me permets de rebondir sur ça, c'est pas une question que j'avais anticipée, mais la publication, par exemple. Ouais. Si tu as envie de publier en premier auteur ou à l'intérieur, à la limite à l'intérieur d'une étude. Qu'est-ce qu'il y a, pardon, Cécile ? Je vois où tu vas en venir. Non, mais voilà. Admettons que c'est toi qui veuilles écrire, enfin que tu écris pour être premier auteur, parce que c'est toi qui lead le truc. Alors c'est absolument naïf comme question. Quel est l'intérêt ? Est-ce que c'est un intérêt purement personnel ou est-ce qu'il y a quand même derrière ? Parce que, par exemple, Cécile et moi, on est dans le parcours encore, entre guillemets, si vous me passez l'expression, classique. Donc, c'est notre métier à 100% de publier pour pouvoir les projets, les machines, tout ça, etc. Mais toi, est-ce que finalement, cette publication, on est sur quelque chose de très plaisir ou est-ce que ça se corrèle aussi avec un côté, mais ça a soit une forme de respect par les pairs, c'est-à-dire que quand tu vas aller chercher des clients privés, tu peux dire aussi, je publie. Alors, peut-être pas quelqu'un qui est payé non-stop à faire ça, c'est normal de ne pas publier plein de fois dans l'année ou quoi, etc. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a, en plus du côté plaisir, ce côté-là un peu plus business, le mot est lâché, mais c'est un peu ça au final. Alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir les deux. Il y a probablement le côté un peu, c'est vrai que du coup, sur le CV, ça fait plus propre. Étant donné que je continue de postuler sur des parcours un peu recherche, de montrer que je continue de faire un peu de recherche. Après, j'avoue que si je le fais, c'est plus vraiment par plaisir. Okay. Et parce que le côté, notamment quand tu t'amuses avec des données ou que tu commences à trouver un petit truc, t'aimes bien aller jusqu'au bout et après que ça serve. Si c'est avoir des données et juste qu'elles restent dans leur coin, ça sert à rien. Alors que si tu les valorises, alors ça peut être article, mais ça peut être un bon gros rapport en open source sur Internet, et au moins ça sert, tu vois, c'est utile. Ouais. Si c'est garder des données juste pour dire, voilà, j'ai fait ça et ça reste de mon côté, je vois pas l'intérêt. Non, c'est ça, il faut que ça devienne public. En fait. Voilà, donc il y a le côté où faut que ça serve. Pour moi, c'est un des principes de la science, c'est que ça doit être utile à tout le monde. Et après, j'avoue qu'il y a le côté un peu égo, j'aime bien ça, et j'aime bien amener un truc jusqu'au bout, et c'est le petit point final où si t'as un petit truc intéressant, c'est toujours intéressant de le valider et de valoriser comme ça, tu vois. Petit truc auquel je pense, là, sur le projet du Cap Lardier, par exemple, on a trouvé un pseudo-scorpion. Donc les pseudo-scorpions, c'est comme un scorpion, mais... C'est des scorpions, mais qui se cherchent un peu, tu vois. C'est des... Ils sont là, je sais pas. Mais qui fait 4 mm et qui va plutôt se nourrir d'acariens et de choses comme ça. Voilà, il y en a plein dans les tiers, dans les feuilles mortes. Et du coup, on a trouvé une espèce qui était présente dans d'autres pays, l'Italie, l'Allemagne notamment, mais pas en France. Du coup, c'est une nouvelle espèce pour la France, elle n'a jamais été vue là. Bon, du coup, on va faire une petite note pour le signaler, comme quoi, nouvelle découverte, une nouvelle espèce pour la France, tu vois. En soi, ça sert pas à grand-chose, mais j'avoue que c'est toujours cool. Moi, j'aime bien faire ça. Puis ça pourra servir dans le futur aussi. Mais alors, moi, je voulais pas du tout en venir là où Ben... moi, je me disais, non, mais je vois pas... Je l'ai compris à ton visage. Pas du tout. T'allais partir aussi dans une direction et pas du tout celle-là, tu vois. C'est pour ça qu'on est deux, Cécile a posé des questions. Ah ouais. Beaucoup. Alors, du coup... c'est beaucoup moins bien, ma question, mais c'est une question naïve, c'est vraiment par curiosité. Quand tu publies maintenant, tu utilises quoi comme affiliation ?
Parce que, du coup, je voulais poser la question après. Tu vois, voilà, elle n'était pas si bête. Mais parce que je me dis, du coup, tu te mets en chercheur associé avec les labos, avec les labos avec lesquels tu travailles, ou comment tu fais? Alors en fait, le cas de figure il ne s'est pas présenté parce que pour l'instant, les labos avec lesquels j'ai publié, enfin les gens avec lesquels j'ai publié, parce que j'ai pas encore publié tout seul, c'était des gens avec qui j'ai déjà travaillé. Et du coup, j'ai mis l'affiliation qui correspondait. Par exemple, il y a pas longtemps, publié un article avec quelqu'un qui a fait une thèse un petit peu pareil en Laponie, mais sur d'autres aspects, où j'étais associé. Bah, du coup, mon affiliation, c'était l'affiliation du labo où j'étais à Montpellier et quand j'ai fait tout ça. Donc, INSEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Mais après, pour les autres, je pense que j'ai déjà vu des articles en fait où les gens, leur affiliation, c'est juste ville et ville-pays. Et donc, je pense que tout simplement, moi, je mettrais Montpellier, France. Mais voilà. C'est vrai que, Mais j'ai déjà vu passer ça sur des articles. Ouais. Moi, je me posais la question, parce que moi, non, justement. J'ai jamais vu quelqu'un dans. Je ne sais pas comment ils font. Depuis que je me suis mis plus vraiment sur l'entomologie, donc les insectes actuels, t'as beaucoup de. Donc, dans les petites revues, notamment francophones, de gens qui font ça à côté de leur métier ou qui publient pas dans les grosses revues de recherche classique, qui sont pas chercheurs, mais qui sont quand même très calés, qui font des découvertes, que ce soit d'un point de vue éthologie, nouvelles espèces, qui font des listes, etc. Et souvent, bah, du coup, ils sont pas rattachés à un labo, donc ils mettent uniquement la ville, et voilà. Mais c'est ça, mais en fait, c'est des experts. Mais même si tu bosses, par exemple, plus tard dans une asso, en fait, tu pourras même mettre l'affiliation de l'asso ou des choses comme ça. Bah, par exemple, avec une de mes assos, on essaie de développer un petit protocole, donc là, ce serait plus de la méthodo. Si on la publie, bah, du coup, on se mettrait en affiliation l'association, parce que ce sera fait dans ce cadre-là. Ça, c'est bien. Ouais. J'avoue, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il fallait être académique absolument, tu vois, mais c'est vrai ce qu'il dit, parce que j'ai ma doctorante qui travaille aussi un peu sur des trucs de conservation animale, et ce cas de figure-là est présent aussi dans ce domaine-là de conservation animale, où tu as beaucoup de gens, finalement, qui travaillent dans des associations, qui travaillent pour des parcs et qui ne sont pas forcément affiliés à une université. C'est ça. Je pense, si tu regardes par exemple les publications de l'Association française d'arachnologie ou des trucs comme ça, c'est quand même des choses qui sont reconnues, mais du coup, c'est que des passionnés. Il y a des arachnologues, vraiment arachnologues, il y en a très peu en France, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un sujet de discuter avec des collègues il y a quelques mois de ça, où dans le cas des insectes, ou plus largement les arthropodes, puisqu'on parle des araignées là, mais c'est vrai que c'est une thématique qui est très prise, mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche dessus, par des passionnés. Franchement, je ne saurais pas. J'aurais un milliard d'hypothèses du pourquoi, du comment. C'est plus les passionnés qui travaillent sur ça que les questions de recherche. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a des pans de la recherche entière, notamment les insectes / arthropodes pour être un peu plus large, qui finalement... Alors, bien sûr qu'il y a des chercheurs, on a des pontes, ne serait-ce que dans notre pays, en France, hein, mais par rapport à d'autres thématiques, extrêmement sous-représenté, très très peu représenté. Alors, est-ce que c'est pas aussi parce que ça rapporte moins? Ouais, justement, il y a deux trucs pour moi, c'est les sous et le temps. Parce que le temps, il faut s'y consacrer beaucoup pour vraiment maîtriser un groupe taxonomique et pouvoir se dire spécialiste. Et après, bah, en dehors des groupes sur lesquels il y a des enjeux patrimoniaux, conservation ou espèces invasives, bah, t'as très peu de projets qui sont vraiment financés là-dessus. Et souvent, c'est soit des gens qui ont cette passion-là à côté et qui s'y consacrent beaucoup. T'as aussi, je connais des gens qui sont embauchés comme techniciens dans des labos et qui sont hyper calés, mais du coup, parce qu'ils font que ça. Et après, il y a aussi une frange de gens, en fait, retraités. Parce que du coup, ils avaient un peu ça comme passion. Puis une fois la retraite, ils s'y sont mis. Et ils ont fait que ça. Et du coup, des spécialistes francophones à l'échelle de la Belgique ou de la France, bah souvent, c'est des gens qui ont passé la soixantaine et qui sont à 70 ans, mais parce que du coup, ils font plus que ça. Et ils sont extrêmement calés. Pour avoir vraiment le spécialiste de telle famille de coléoptères ou de spécialiste de tel truc, bah voilà. Ouais, mais c'est vrai que oui, mais ça fait écho. Moi, j'ai mon oncle qui... Bon, alors, petite parenthèse perso, mais c'est vrai que je rebondis sur... Parce que mon oncle était un passionné de papillons aussi, et c'est pareil, il était considéré comme un expert là-dessus, et une fois arrivé à la retraite, il voulait se consacrer à fond là-dessus, quoi. Donc ça m'étonne même pas, ouais. Pour rajouter un peu dans la marmite des hypothèses, le sujet dont on parlait justement avec les collègues la fois dernière, alors, je laisse la porte ouverte, je ne dis pas du tout que c'est acté, et puis c'est très subjectif. C'est le beau. C'est-à-dire que quand Gwenaëlle tout à l'heure disait les papillons, c'est beau que tu dis parce que c'est beau aussi. Ouais. Et ça, c'est bête à dire, mais le beau en science,
Ou alors, il faut qu'il y ait un impact agronome. Par exemple, les sauterelles, moi, je vous le dis tout de suite, voilà, c'est un avant-première. J'ai la phobie d'un seul truc dans la vie. J'ai la phobie des sauterelles. Ne me posez pas la question pourquoi. Surtout qu'en plus, je travaille sur des interactions plantes-insectes. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Mais bon, les sauterelles, parce qu'il y a un côté agronome, tout ça, etc. Bon, mais il y a un côté protection alimentaire aussi de nos cultures, tout ça, etc. Mais si c'est pas lié à ça, le bon peut expliquer ça. Parce qu'effectivement, les papillons, alors attention, c'est très utile. C'est pas fait que pour faire joli, les papillons. Mais il y a une quantité, une myriade d'arthropodes qui sont pas faits pour faire joli non plus. Et heureusement qu'ils sont là. Clairement, pour faire tourner, si je puis dire, l'écosystème. Vous me passez la métaphore. Complètement. Hein. Mais voilà. Bah après, oui, pour ça, il y a ce qu'on appelle aussi là, les espèces parapluies, c'est-à-dire parfois on choisit de protéger quelques espèces qui sont strictes d'un point de vue écologie et qui ont besoin de conditions particulières, et du coup, si on protège l'ensemble de l'environnement. Et il y a ça pour quelques coléoptères, je pense à Lucans volant, des choses comme ça, d'où l'intérêt de protéger du bois mort, mais en fait, en protégeant du bois mort, tous les autres insectes qui sont saprophyllophages, donc qui mangent du bois mort, qui vont être protégés, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y en a plein souvent très associés à des plantes ou des types de végétation, donc l'intérêt est là. Après, comme tu dis, le côté beau, oui, et ça, on le ressent qu'il y a plein de gens qui vont aller sur leur temps libre, plus des passionnés que des spécialistes, je dirais, qui vont aller choper des papillons, des libellules pour regarder ce que c'est et chercher à les déterminer, ce qui est très bien. Par contre, du coup, c'est vrai que pour les mouches, par exemple, il y a beaucoup moins de spécialistes des mouches, alors qu'en termes de biodiversité, il y en a beaucoup plus. Ouais. Mais déjà, c'est moins... je peux comprendre que ce soit moins aguicheur pour un collectionneur d'avoir une collection de photos de mouches. En plus de ça, c'est extrêmement compliqué parce que elles sont plus petites, il faut mieux s'y connaître. Souvent, quand tu vas aller dans la biblio, c'est des papiers qui commencent à dater, il faut regarder un peu ce qui a été fait en allemand, en italien, etc. pour compiler parce que t'as pas de gros papiers de synthèse en français. Et du coup, il y a des groupes comme ça taxonomiques qui sont très compliqués et il faut vraiment s'y plonger et s'y mettre à fond dedans. Ouais. Là, je peux parler... Ouais, vas-y. Non, j'allais te dire, je vois très bien ce que tu veux dire. Je voulais remettre un peu le train sur les rails, si vous me passez l'expression, dans le sens où, là, ça fait peut-être 5 minutes qu'on parle d'insectes et tout, etc. Mais c'était pour faire ressortir justement le côté passionné de Gwenaël, et que justement, c'est un peu poétique de dire ça, mais finalement, et ce sera peut-être d'ailleurs le mot de la fin là, dans quelques minutes, mais on peut vivre de sa passion, même si on a des passions qui sont peut-être pas les plus... je sais pas moi, les plus vendeurs, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, puisqu'on est en train de parler du beau pour les insectes et les arthropodes de façon générale. Mais voilà, on a tout à fait être chercheur indépendant, comme tu dis. C'est tout à fait une voie qui est possible. Est-ce que c'est la plus simple ? Alors, certainement pas. Justement, je vais nuancer mon propos un petit peu là. Parce que, alors, il y a des avantages et des inconvénients à faire ce que je fais actuellement. En avantage, c'est que je peux faire plein de projets en même temps, travailler avec donc sur plein de problématiques avec plein de gens différents, et en plus de ça, je suis un peu mon propre patron, donc j'adapte mon planning et ce que je veux faire, ce qui est très très agréable, on va pas se le cacher. Et après, il y a 2 inconvénients. Premièrement, quand on travaille uniquement avec des labos publics, on va pas se le cacher, la prestation comme ça, c'est pas très bien payé. Et deuxièmement, en plus du côté un petit peu, on n'est pas sûr d'avoir un salaire tous les mois, il y a le côté, on sait pas trop ce qu'on va faire. Par exemple, là, je sais grosso modo ce que je vais faire jusqu'à la fin de l'année, et 2024, je ne sais absolument pas ce que je fais. Et de temps en temps, il faut compiler avec des petits boulots alimentaires aussi, parce qu'il faut bien payer le loyer. Ouais, parce que justement, pour relier un petit peu tout ça, on arrive sur la fin de notre podcast. Il y a un élément je ris, parce que je pensais que ça serait venu tout seul, je ne pensais pas que c'est moi qui allais l'amener sur la table. En parlant de passion, alors là, on est vraiment sur de la pure passion, parce que je ne pense pas que tu gagnes de l'argent avec ça, en tout cas pour le moment, même si je te le souhaite. Tu as une chaîne YouTube aussi. Ah oui, sur les insectes. Le mec, il l'avait oublié, tu sais. Ah oui. On s'était dit, on le dit aux auditeurs, on fait un petit brief au début, on s'est dit, tiens, c'est la première fois qu'on doit le faire, il faudra qu'on y passe, il faudra qu'on fasse un petit peu de promo pour ta chaîne, même si tu as plus d'abonnés sur ta chaîne pour l'instant que nous sur nos podcasts, mais bon, on ne sait pas, à un moment donné, Je rendrai l'appareil aussi, ne vous en faites pas. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on veut dire. Mais effectivement, dis-nous un petit peu, tu as créé ce projet-là à côté, donc là, j'imagine, je te pose même pas la question, mais tu vas me le dire, purement par passion. Moi, personnellement, je regarde, je vais pas te mentir, je disais à Cécile avant que je crois que je suis en retard de 2 épisodes, tu me blâmes pas. Mais voilà, comment s'appelle ta chaîne YouTube et ça parle de quoi exactement?
de dauphin. Rien à voir. Le truc qui n'a rien à voir. Alors la chaîne YouTube, ça s'appelle Hexapoda, donc Hexapoda, ça veut dire 6 pattes en grec. Et les hexapodes, c'est le groupe qui rassemble notamment les insectes. Et le concept était une idée que j'avais eu un peu en thèse, justement qu'au départ j'ai lancé avec mon co-bureau de lorsque j'étais en thèse, et plutôt côté Marseille. Grosso modo, c'est pour vulgariser certains sujets peu connus du grand public en utilisant les insectes comme outil. Et notamment prendre des grands concepts en écologie ou des choses comme ça en utilisant l'insecte comme exemple. Par exemple, il y a eu un épisode sur l'aposématisme. Donc c'est le fait qu'un animal soit très coloré pour l'utiliser comme signal de danger et dire « attention, ne me mangez pas, je suis toxique ». Bah ça, on a ça chez plein d'insectes, mais chez d'autres animaux. Bah du coup, on part de ce point-là, où on explique un petit peu ce trait écologique, en quoi il consiste. On donne quelques exemples sur les insectes, et voilà. Et généralement, on tend à se complexifier un peu au cours de l'épisode, l'épisode qui dure une dizaine de minutes. Comme toutes les chaînes YouTube, les débuts, c'est les débuts. Donc si vous voulez regardez plutôt les dernières vidéos. Oh, mais non, moi, même la première. Alors oui, c'est vrai que la première, tu disais qu'il y avait un son qui était moins beau, ou les deux premières, moi, je me rappelle plus. Trouvé, hein. Mais ouais, il y a quand même une évolution technique, mais tant mieux. Il y a une amélioration, mais en vrai, moi, franchement, je suis un public un peu difficile sur YouTube, parce que je suis un gros consommateur YouTube, mais je suis un public un peu difficile. Franchement, je me régale. Alors, je te dis pas ça parce que on pourrait se dire, ah, il est en face, forcément, il va pas lui dire que c'est nul. Alors, on pourrait se dire ça. Non, clairement, sincèrement, je me régale parce que justement, comme tu l'as très bien expliqué, ce sont des sujets généraux que vous utilisez, enfin, que vous illustrez par des hexapodes, ouais, effectivement, pour rester un peu large. Ouais. Et c'est bien, en plus, il y a une petite, comment on peut appeler ça ? C'est pas une marionnette parce que c'est un dessin. Oui, il y a des petits personnages en dessin animé, des petits insectes. Des dessins animés. Oui, des animations avec des petites voix et tout, et ça rend le truc très ludique en fait. Ouais, c'est très rigolo. Mais en vrai, on vous la conseille vraiment chaudement parce que vraiment c'est sympa, et en plus, comme il l'a très bien dit, c'est 10-15 minutes, oui, je me rappelle plus exactement de la dernière. Voilà, c'est pas long. C'est moins long que notre podcast. Ouais. Mais vous pouvez pas le regarder en voiture. Ça, il va falloir choisir. Ça, c'est la différence. Mais voilà, du coup, oui, comme tu le disais, c'est plus le côté passion. Et après, même le côté un petit peu, ça fait un autre canal de sensibilisation pour essayer de toucher des publics. Alors là, c'est moins grand public, c'est plus les gens qui s'intéressent un petit peu aux insectes ou à l'écologie dans le sens étude des écosystèmes, encore une fois, au sens large. Et ça va un peu avec toutes les actions que je fais associatives ou quoi. Et parce que je trouve que c'est un peu mon parcours, c'est le fait d'avoir plusieurs casquettes, à la fois recherche, un peu naturaliste et un peu sensibilisation, médiation scientifique. Et tout peut servir un petit peu. Le fait de pouvoir déterminer les insectes, ça m'aide dans mes activités de recherche. Quand tu parles avec du grand public, que ce soit sur des stands ou tu fais des conférences, du coup, c'est bien aussi de parler aux gens, de leur dire vraiment la recherche, ça se passe comme ça, parce que tu sais ce que c'est, tu as travaillé dans un laboratoire, toi-même tu l'as fait. Quand je parle avec des gens de changement de climat ou de choses comme ça, je le sais ce que c'est, j'ai fait ma thèse dessus, tu vois. Et donc au final, tout se répond un petit peu, et je suis peut-être pas spécialiste à chaque fois de chaque truc, mais j'arrive à tirer des ficelles entre mes différents trucs. En fait, tu as aussi réussi à valoriser ce que tu as fait pendant ta thèse, et puis à finalement obtenir d'autres compétences encore après, quoi. Un petit peu, oui. Voilà. Après, c'est vrai que du coup, j'ai choisi la recherche en indépendant, l'associatif, et on va parler du YouTube en tomo. C'est 3 domaines qui ne rapportent pas grand-chose, donc j'ai bien choisi à chaque fois les trucs les plus compliqués. Les artistes commencent toujours, voilà. Et oui, c'est ça. Et puis, est-ce que l'argent rend heureux ? Un peu. Mais mais il n'y a pas que ça. Le podcast va durer 4 heures, donc on ne peut pas partir sur ça, Cécile. Non. Est-ce que, Gwen, tu aurais un message à faire passer, comme un peu un mot de la fin pour ça peut être pour les étudiants, comme pour les jeunes chercheurs, comme pour aussi les chercheurs. Je dirais que pour moi, l'important, ce que j'essaie de faire un petit peu tout au long de ma carrière, de mes études, de ma carrière, c'est faut se faire plaisir. Ça fait un peu cliché, mais on n'a qu'une vie, donc autant faire des trucs qui nous intéressent et de faire un truc. Moi, je suis plutôt team boulot-passion. Voilà, un truc auquel on va consacrer une grande part de sa journée, et on y va en disant cool, je vais faire des choses qui m'intéressent. Et je pense que, moi je l'avais dit au début de cet épisode, si tu fais une thèse sur un sujet qui t'intéresse, ça va forcément bien se passer, parce que tu vas travailler, etc., tu vas creuser, étudier un sujet qui t'intéresse. Si en plus après, continuer, du coup par rapport à ce que j'ai fait, continuer en soi, ça peut être chouette. Si vous êtes passionné là-dedans, c'est super bien.
Si après vous trouvez pas de boulot, parce que ça peut être compliqué de trouver du boulot dans la recherche. J'ai des amis qui sont mes collègues qui avaient fait ma thèse en même temps, qui maintenant essayent d'avoir les postdataires, de passer des concours, etc. C'est pas forcément facile, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y en a forcément qui vont devoir changer, partir plus dans d'autres domaines, mais après c'est pas grave, il n'y a pas de fin en soi, il y a toujours moyen de rebondir d'un boulot à un autre et de faire des trucs qui nous intéressent. Et je pense que c'est ça le principal, c'est de toujours faire des activités, des travails, faire des choses qui nous passionnent et se donner un petit peu un truc pour lequel on se lève tous les matins et se dire c'est cool, voilà. Est-ce que c'est pas ça la vraie richesse? Et on terminera sur ça avec cette question ouverte. C'est pas mal. Mais on revient souvent là-dessus quand même, sur ce truc de à la base, faut quand même être heureux en fait. C'est un peu le principal. Si t'es parti dans un cursus recherche, c'est que t'es quand même un petit passionné au départ. Je pense aussi. Merci Gwenaëlle pour cette interview. On rappelle ta chaîne, Hexapoda, comme ça se prononce, avec un H. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, je ne sais pas comment dire plus simplement. Merci. On te souhaite du coup de la réussite pour ton auto-entreprise et donc les différents contrats que tu vas pouvoir signer dans les prochains mois et années à venir. Et du coup, arriver à trouver cette stabilité par cet intermédiaire-là, qui est un but tout à fait qui est beau, quoi, qui est un beau, mais qui est effectivement avec un chemin probablement avec des embûches, probablement compliqué, comme celui qui veut faire de la recherche publique, comme d'autres chemins. Mais c'est effectivement le chemin de l'auto-entreprise ou de l'entreprise de façon générale, c'est forcément un chemin qui est compliqué. Donc voilà, on te souhaite plein de courage pour ça. Merci beaucoup pour cette invitation, pour avoir participé à votre épisode et bon courage également pour votre projet, que je trouve très intéressant et qui peut aider sans doute des étudiants et des thésards à se projeter. On l'espère. Merci beaucoup. À plus tard, Cécile. À bientôt. On se voit pour un prochain. Oui. Et voilà, tout à fait. Très bientôt. Allez, merci, au revoir.